plus rapide. Il ne va pas trop tarder.
Donc, bon après-midi à tous. Bienvenue encore une fois à cette troisième conférence arabe sur le foncier. Je suis vraiment désolé d'avoir commencé sans prendre de pause et que nous allons essayer de nous rattraper autant que possible. Ceci est un panel très important. On va parler de problématiques de foncier dans le monde arabe. Et ce foncier, ou bien ce panel très important, car nous allons parler maintenant de foncier dans les pays qui ont des crises et des conflits. Donc ceci représente un défi économique, un défi sanitaire, un défi systémique. Notamment quand on regarde les défis économiques, l'augmentation du niveau de chômage, la non-implication des femmes dans le marché du travail. Donc tout ceci tous ces points sont des points en relation qui augmente la pauvreté, le taux de pauvreté, la protection sociale, le niveau d'éducation, les problématiques climatiques qui augmentent de plus en plus avec le changement climatique. Donc, tout ceci sont des cas que nous avons vus depuis très longtemps. Donc, comme je vous ai dit, ces cas augmente de plus en plus, notamment dans les pays qui font face à des conflits, à des guerres, à des soucis, augmentent les taux de pauvreté dans les ménages et l'économie n'arrive pas, ou bien les services ne sont pas fournis au point de qualité qu'on veut. Donc, nous devons également préserver notre foncier. Donc, comment relever tous ces défis dans le cadre de ces conditions exceptionnelles. Donc, nous allons commencer par un mot du docteur Paulo Sergio, qui est l'envoyé spécial en Syrie. Et ensuite, nous avons des panélistes, Ala Tanini, chargé du foncier en Palestine, Monsieur Ali Mohamed Nour, Elmi. Je suis vraiment désolé d'avoir mal prononcé votre nom. Le ministre de la reconstruction en Somalie. Et nous avons avec nous M. Badardine également. Badardine Tomi, qui est chargé du foncier en Libye. Et nous avons également M. Ahmed Libi, représentant de l'Irak, et nous avons également le chargé de l'infrastructure au Yémen, le représentant du Yémen. Donc nous allons commencer par le professeur Paulo, l'envoyé spécial, qui va nous donner quelques mots d'ouverture. Excellents chers collègues, chers partenaires, je voudrais remercier le Royaume du Maroc, l'initiative du foncier arabe d'avoir organisé cette conférence. La gestion durable du foncier est très importante pour adresser les problématiques structurelles
qui vont faire de façon à avoir des conflits, déplacement des populations. Donc nous avons une commission intériale pour la République syrienne arabe. Donc j'ai passé les 14 dernières années, j'ai passé le temps à documenter les violations des droits de l'homme dans ce pays et comment la gestion du foncier peut avoir un impact sur la paix, sur la sécurité, sur les droits fondamentaux. Il y a 13 ans, après des négociations en tant que rapporteur spécial sur l'habitat, auprès de la commission des droits de l'homme, nous avons adopté une résolution sur les principes d'habitat et restitution de la propriété des réfugiés et des personnes déplacées, ce qui inclut 23 principes que doivent être respectés, qui sont auxquels on fait référence en tant que principe de la paix. Donc ce sont des principes qui nous donnent que les droits à la restitution est essentiel à la résolution du conflit, à la paix, et que ceci doit accompagner par un état de droit. Donc ces principes donnent des directives pour répondre à une obligation légale des différents États à restituer le foncier, les propriétés aux personnes qui ont été déplacées lors des conflits. Donc, comme la Commission l'a dit lors de notre dernier rapport sur le foncier et l'habitat, donc l'accès au foncier, à l'habitat, en coordination avec d'autres aspects, était à générer le conflit en Syrie. Donc ces défis ont été considérablement exacerbés pendant le conflit à cause des décès, des morts violentes à travers le pays. Plus de 15 millions de Syriens ont été déplacés et qui ont voulu revenir à leur maison, à leur foncier de façon digne, volontaire et sécurisée. Donc la restitution, restitution ou compensation pour la confiscation non légale du foncier doit être accompagnée par des réformes syriennes par rapport à la propriété. Donc, en Syrie, les violations en relation avec les droits d'accès à la propriété ont été accompagnées d'autres violations atroces, des crimes perpétrés contre les civils. Donc, ceci nous démontre à quel point l'abus des droits de l'homme envers des populations qui ont été forcées ou qui ont été évictées de chez eux peut détruire toute une communauté. Ça nous montre l'importance pour les États d'adresser les droits, les problématiques avec les droits à la propriété, au foncier, de façon très urgente. Et ces efforts doivent inclure l'après-conflit et restituer aux communautés. Donc aujourd'hui, les femmes syriennes doivent faire face à un défi spécial, notamment les veuves, les femmes et les enfants, les filles de ceux qui ont été tués pendant les conflits en essayant d'avoir restitution de leurs droits. Donc si on n'adresse pas les droits, les violations de droit d'accès au foncier cause d'autres déplacements. Donc, il est
à travers cette analyse de conflit, le développement des pays, le foncier est un facteur clé à prendre en considération. Donc, d'une perspective de propriété immatérielle, il faut utiliser une approche exhaustive qui inclut la restitution, la compensation et d'autres dimensions de restauration. Il faut également considérer les moyens pour adresser les problèmes structurels, les problèmes systémiques qui ont généré ces conflits pendant 14 ans. Et il faut prévenir que ces mêmes conflits aient lieu again. Donc, avoir des politiques foncières est un outil très important pour sortir de ces crises. Donc, j'ai hâte d'écouter les experts, les délégués représentant chaque pays pendant cette conférence pour voir quelles vont être les solutions apportées. Et merci à tous. Donc, merci, professeur Paulo. Et la réalité est que le sujet dont nous allons parler est l'idée d'avoir des cadres juridiques, des cadres politiques doivent être réformés bien avant qu'il y ait des conflits afin de garantir les droits des personnes, notamment les en protégeant les plus vulnérables d'entre nous. Il a donné l'exemple de la femme en Syrie, de la veuve qui n'a pas récupéré les terrains de son mari qui est décédé. Où, nous devons pouvoir préserver ce foncier, cet habitat, et comment utiliser les lois de façon simple pour qu'elles soient contractuelles pour toutes les parties. Donc, quand nous développons ces politiques, quand nous développons des législations, il faut qu'il y ait une approche participative, notamment il faut inclure les catégories qui vont être victimes de ces problèmes. Donc, au niveau de cette session, nous allons parler d'un des aspects que nous avons au monde arabe, c'est les déplacements qui sont dus au changement climatique. Donc, s'il y a des pratiques sur le terrain, des exemples que vous pouvez partager avec nous, où nous avons utilisé différents outils existants pour protéger le foncier en relation avec le changement, quand on fait face à des problèmes en relation avec le changement climatique, ces changements climatiques qui impactent le monde arabe, qui causent des événements très sévères d'inondation, de désertification, de sécheresse, mais également l'augmentation du niveau de mer. Nous avons également remarqué des déplacements de population à cause de ces changements climatiques. Donc, comment on peut utiliser les lois pour protéger les terres et comment faire face au changement climatique. Donc, ceci est une question pour vous, chers panélistes. La parole est à vous, monsieur. Donc, merci à tous. Merci à la chère audience. Tout d'abord, je voudrais remercier le Royaume du Maroc pour l'organisation de cette conférence. Son sujet est extrêmement important et en réalité, c'est l'un des sujets auxquels il faut prêter la plus grande attention pour plusieurs considérations telles que celles que vous aviez mentionnées au début. Et puis, il y a le rôle de l'utilisation des terres pour promouvoir le développement économique. Et là, il y a un rôle réellement qui pousse vers la stabilité ou la stabilisation des peuples et des sociétés. Et puis le changement climatique sur ces dernières années
eu plusieurs impacts qui ont poussé vers l'élaboration de politiques d'utilisation des terres qui soient plus adaptées au changement climatique. Et puis l'expérience de la Libye par rapport à la gestion et à l'utilisation des terres est réellement l'une des expériences qui mérite donc d'être étudiée, car il y a plusieurs impacts négatifs dont nous souffrons toujours. La législation ainsi que donc son application ne veut pas toujours dire qu'il y a équité et égalité. Les lois, vous savez, sont le produit d'idéologies et des systèmes politiques établis. Et donc, nous pouvons dire que la Libye a, pendant les années 70 et 80, adopté donc une idéologie socialiste qui a fait que donc les planifications urbaines ne tenaient pas compte de la propriété privée, ne tenaient pas compte donc de certaines transactions d'affaires et de certaines transactions entrepreneuriales, et la propriété ou l'idée de la propriété n'existait plus, et donc les processus d'immatriculation des terres n'étaient plus tenus en bonne et due forme, et cela était donc selon les orientations de l'État même, et donc il y a eu ce caractère public. Et puis, ces problématiques ont pris une plus grande envergure par la suite, étant donné que les droits du peuple étaient violés par l'État, et c'était par vertu de la loi, et ces lois-là n'étaient pas équitables et égalitaires. Et puis, encore une fois, cette approche qui a été adoptée a un impact sur le cadastre, sur le foncier, sur tout ce qui est commercial, sur l'utilisation commerciale aussi. Et tout ceci a fait que nous n'avons pas des zones industrielles indépendantes et des centres commerciaux vitaux. Et voilà, c'était les répercussions, mesdames et messieurs, de la planification urbaine et de l'immatriculation adoptée par l'État. En premier lieu, je souhaitais également souligner le rôle des études ainsi que des participations des différentes parties dans l'investigation de ces outils qui nous aideront en tant qu'État à sortir de ce pétrin. Et puis, encore une fois, plusieurs générations en ont pallié. Par rapport au changement climatique, encore une fois, nous en parlons beaucoup. Il y a l'événement de Darna, la catastrophe, le désastre qui nous a frappé en 2023 et qui a pris la vie de milliers de personnes et de plusieurs quartiers qui étaient détruits par les eaux pluviales. Et maintenant, partie de la problématique auquel nous faisons face est la suivante. En premier lieu, il faut prouver la propriété des personnes sinistrées. Et par la suite, il y a aussi plusieurs zones qui ont totalement disparu, qui sont effacées, et il n'y a plus de familles également. Ces familles ont disparu, et donc il n'y a plus de personnes pour hériter de ces biens-là et de ces propriétés. En addition à cela, par rapport aux dommages, nous pouvons mentionner le non-respect des orientations et des normes de construction par rapport au chemin des rivières. Et ici, nous pouvons mentionner l'expérience du Maroc. Donc, il y a plein de régions montagneuses. Et même pour la Libye, c'est le cas par rapport au nord et puis à l'est. Mais par rapport à la gestion des barrages et par rapport à la gestion hydrique de manière générale, ainsi que son lien avec la sécurité des citoyens. Donc, est-ce que l'on est sur le chemin d'une rivière ou d'un fleuve, etc. Et donc, je souhaite que l'on donne à ce point-là assez d'importance dans nos discussions par la suite. Merci, merci. Je souhaite
Quand viennent mes remerciements au Royaume du Maroc et à son peuple, merci de votre accueil et le sujet du changement climatique est un sujet qui nécessite beaucoup de discussions. En Somalie, nous souffrons en réalité d'inondations et puis de sécheresse également, donc de sécheresse qui s'étend sur certaines périodes du temps. Et ceci est dû au changement climatique. Et sur les dernières années, les dernières décennies plutôt, nous avons vu soit des sécheresses extrêmes, soit des inondations destructives. Et par rapport à ceci, donc, le peuple somalien souffre énormément et cela fait que une grande partie de la population est déplacée, donc ils partent des zones rurales vers les villes et cela exacerbe la charge sur les villes et mène à des congestions et à la pénurie ou au manque d'habitation. Et la Somalie souffre encore une fois. Il y a plus de 4 personnes qui ont été déplacées, qui ont dû aller donc vers les villes et quitter leur maison dans les zones rurales. Et donc ces informations reflètent vraiment l'état du peuple et bien évidemment les enjeux auxquels le gouvernement somalien fait face. Et puis, sur les dernières décennies, il y a eu des soucis également par rapport au changement climatique, mais aussi aux guerres civiles qui ont impacté le pays. Et là, les compétences ou plutôt les capacités du gouvernement sont de plus en plus mises à rude épreuve et sans les législations qui gouvernent ce domaine, il est difficile d'agir. Il y a de plus en plus de sensibilisation quant à tout ceci. Mais voilà, nous faisons face encore une fois à plusieurs enjeux et nous avons travaillé ces derniers temps sur des programmes en coopération avec les pays frères et sœurs et puis avec les organisations régionales. Nous avons travaillé sur l'élaboration d'une approche intégrée pour la résolution des conflits. C'était un projet intégré qui donc visait à résoudre certains soucis et à garantir le bien-être des citoyens dans leur quartier, dans leur zone, ou encore nous avions parlé de réappropriation des terres et de retour également. Et c'était vraiment essentiel pour les axes de travail de notre gouvernement. En addition, par rapport à ce déplacement-là et par rapport donc à l'immigration qui avait suivi, il fallait travailler sur le renforcement de des capacités locales, notamment des personnes qui vivent dans ces zones. Est-ce que aussi les zones urbaines pourraient absorber ces flux-là et comment les aider à s'approprier les terres et comment aider les locaux à absorber le mouvement et le flux des migrations. Il y a également une approche innovative pour la gestion des terres et là, nous sommes penchés sur la digitalisation. Et pour la Somalie, je pourrais dire que nous sommes assez développés à cette échelle. Comment alors déterminer ces terres ou les trouver? Et comment est-ce que les citoyens peuvent-ils contacter certains points de contact afin de trouver les informations dont ils ont besoin? Et voilà, donc toutes ces actions ont
pousser vers une certaine coopération régionale et nationale et internationale également. Car, voyez-vous, l'enjeu est très grand. Quand on parle d'absorption des flux de migration, c'est toujours compliqué. La Somalie est réellement l'un des pays les plus impactés, gravement impactés et sinistrés par le changement climatique. Et voilà, merci beaucoup. La zone est clairement sinistrée par plusieurs désastres climatiques et il y a 3 points que vous avez mentionnés. Il y a la coopération qui est essentielle à l'échelle régionale. Cette conférence est d'ailleurs l'un des outils de coopération car nous sommes en train d'apprendre les uns des autres et à tirer des enseignements. Et puis vous avez mentionné la capacité ou les capacités et les ressources humaines auxquelles on ajoute les capacités institutionnels et les cadres législatifs, évidemment, qui ne permettaient pas l'utilisation foncière de manière saine. Et donc, cela avait exacerbé les répercussions du changement climatique. En addition, vous avez parler du fait de ne pas pouvoir revenir à cette ère, vers cette ère. Et donc, encore une fois, il y a d'autres soucis par rapport au changement de la nature du sol. Donc, il y a des terres qui étaient arables qui ne le sont plus. Et donc, plusieurs soucis réellement. Et en addition à la discussion du panel précédent, la digitalisation était également un volet que vous avez mentionné. Et je souhaite continuer sur cette même portée avec M. Walid Amir par rapport à l'infrastructure. Quelle est l'infrastructure qu'il faut avoir pour avoir plus de résilience et de capacité à faire face au changement climatique, surtout par rapport aux unités locales établies. Et puis, il y a les zones marginalisées où il y a des populations appauvries. Donc, comment gérer ces populations marginalisées dans ce contexte-là? Nom de Dieu, mesdames et messieurs, ministres, excellences, chers partenaires, chers collègues, paix soit sur vous. En premier lieu, je souhaite remercier nos collègues marocains et l'Agence nationale du Maroc pour donc l'aménagement national de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Je remercie ONU Habitat et tous les participants et organisateurs de cet événement qui se tient donc en très bonne forme. Et puis, ceci est l'un des sujets les plus importants, la gestion du foncier en les temps de crise. Et nous avons parlé du fait que les crises au Yémen impactent de grande manière les terres, que ce soit par rapport au changement climatique ou par rapport aux guerres. Ces derniers temps, nous avons vu un impact conséquent sur les terres au Yémen. Ceci impacte bien évidemment le développement durable. Il y a également une augmentation des bidonvilles et il y a un étalement urbain qui n'est pas bien contrôlé et tout ceci mène à l'insécurité alimentaire en addition à d'autres problèmes. Il y a des impacts économiques et humains, sociaux qui sont bien graves et parmi ces effets négatifs par rapport à la phase de conflit à laquelle nous faisons face, nous trouvons la documentation et la planification. Donc, au début, nous avions une planification primaire et ceci a été impacté et a mené à la perte des droits, ce qui a causer la perte des schémas, des planifications, la réduction des terres d'agriculture et aussi le changement climatique a sur ces dernières décennies impacté le paysage. Il y a eu plusieurs inondations, il y a une augmentation des températures aussi et sur ces dernières années, il y a beaucoup moins de terres arables et l'infrastructure
infrastructure a été détruite et il y a plus de 1400 kilomètres de côtes et ces côtes-là étaient également sujettes à ces répercussions. Et puis, par rapport à la gestion des terres dans ce contexte de conflit et de crise, je dirais que nous sommes gravement impactés. Et au Yémen, et dans la plupart des pays arabes, le développement et le renouvellement vient avec une certaine automatisation et devrait donc être fait sur la base d'archives. Et tous ces éléments-là aident, même dans un contexte de guerre, à préserver les droits. Et malheureusement, donc les droits des peuples ont été perdus et par rapport aux archives primaires, elles étaient impactées. Et puis maintenant, nous sommes très heureux d'avoir cette conférence qui a pour but d'élaborer et d'annoncer certaines recommandations. Et plusieurs pays arabes ont dépassé les enjeux auxquels nous faisons face. Certains, malheureusement, ont régressé et il est désolant de voir l'impact des guerres destructives qui ravagent tous les secteurs. Et au Yémen, notamment, l'affaire des gestions du foncier a été l'une des premières à être impactée. Et donc, nous sommes en train de travailler maintenant sur la base des différentes recommandations pour aller sur un même chemin. Bien évidemment, nous sommes ravis de voir qu'il y a des plans communs, qu'il y a une vision conjointe et que l'on pourra, grâce à la détection précoce et au renforcement de l'infrastructure ainsi que toute mesure anticipatoire, faire face à ces problèmes et que l'on pourra au final préserver notre économie et toute autre chose pertinente à la gestion du foncier. Vous avez parlé de documentation, d'immatriculation ainsi que de la digitalisation par rapport à ces archives et ces documents importants qui garantissent la préservation des droits des propriétaires. Et puis, vous aviez parlé des déplacements forcés causés par le changement climatique et vous aviez également mentionné la détection, ou plutôt, la détection précoce. Et je pense que dans ce sens, il faut avoir plus d'études et nous avons plusieurs académiciens avec nous ici. Peut-être que l'on pourra utiliser les publications et les recherches relatives à la détection précoce pour élaborer des plans alternatifs. Et sur la base de mes connaissances par rapport au Yémen, et corrigez-moi si j'ai tort, mais vous avez parlé de la destruction des infrastructures dans certaines régions. Et je me demande donc comment était la participation de la société civile par rapport à ceci. Je suis sûre que vous avez des expériences desquelles nous pouvons tirer des enseignements par rapport notamment à la réhabilitation, à la reconstruction et puis comment pouvons-nous transposer les mesures que vous avez prises sur nos propres contextes. Et par rapport à un deuxième sujet, toujours relatif au panel d'aujourd'hui, il y a un point pour rétablir donc la relation entre les différentes lois et ce pour préserver les lois des propriétaires, pour préserver le droit à la propriété. Monsieur, représentant de la Palestine, parlez-nous de votre expérience par rapport au recours à la loi et au cadre législatif. Vous aviez parlé tout à l'heure de la préservation des terres et donc dites-nous en plus. En premier lieu, je souhaite saluer Excellences, Messieurs, Dames, Ministres, Mesdames et Messieurs. Je remercie le Royaume du Maroc en premier lieu pour avoir organisé cette conférence relative à la gestion du foncier des terres. Et puis, je dirais que nous nous centrons maintenant sur la gestion dans un contexte de crise et de conflit. La Palestine, comme vous le savez, a pendant plus de 70 ans été l'objet de conflits à cause de la colonisation israélienne. Et
je dirais dans ce contexte-là et je vous salue au nom du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza et à Quds. Le peuple palestinien a souffert de la colonisation israélienne qui prend et s'accapare ces terres. Et donc ce conflit a mené à la destruction totale de toute vie ou plutôt à Gaza, dans la bande de Gaza. Et la bande de Gaza est aujourd'hui invivable à cause du génocide qui se passe depuis plus d'une année maintenant. Ceci a mené au déplacement forcé de plus du nord vers le sud et puis vers d'autres régions, ainsi qu'à la destruction de toute infrastructure dans le secteur de Gaza, ou plutôt dans la bande de Gaza, en addition à ce qui se passe à Al-Quds et puis en Cisjordanie. Ceci fait que les campagnes, les zones montagneuses sont séparées des campagnes et du reste. Il y a plus de 900 portails de fer qui ont été érigés pour entraver la mobilité des Palestiniens. Mais je vous garantis que les Palestiniens seront et ne quitteront pas la Palestine. Nous resterons enracinés en nos terres. Et puis nous, en tant que Palestiniens, avec l'aide du monde arabe, ses leaders et peuples aimant la Palestine pour nous, et soit sur terre, soit sous la terre. En addition, ou plutôt malgré tout ceci, nous travaillons sur la gestion des terres à travers deux instances, l'autorité palestinienne pour les terres et puis l'autorité ou l'agence des terres, qui tous les deux se penchent sur le foncier, son organisation et sa gestion, étant donné son importance pour nous. Tout ceci est important malgré les conditions et les défis, et nous souhaitons aller de l'avant en partenariat avec nos frères arabes et les partenaires principaux des secteurs fonciers. Là, je remercie l'ONU Habitat pour leur engagement avec nous, notre peuple. Et puis, par rapport aux archives électroniques, nous avons donc travaillé sur ceci en archivant 850 000 registres et en détaillant, ou plutôt en enregistrant toutes les données. Nous vivons une période très difficile et donc ces données devraient être préservées, et nous souhaitons donc en bénéficier par la suite. Et donc s'il y a quoi que ce soit qui se passe, alors l'agence notamment de la conservation à Gaza a été détruite, et ceci impactera négativement les propriétés du peuple à Gaza. Et puis il y a aujourd'hui des travaux pour créer de l'hébergement pour les déplacés à Gaza qui ont vu leur maison détruite, et donc l'autorité palestinienne travaille dessus pour présenter donc les terres du domaine public trouvées à Gaza. Et puis par rapport aux femmes, nous avons pu préserver les droits de propriété aux femmes, et nous avons enregistré à peu près 30% des propriétés de femmes grâce à ces travaux déployés par l'ONU. Et puis la guerre maintenant à Gaza et en Cisjordanie impacte le climat également à cause de l'utilisation d'explosifs et du fait que ces explosifs soient largués sur Gaza. Comme vous le savez, nous sommes sur la rive de la Méditerranée, et même la Méditerranée aujourd'hui est salie et est souillée à cause de ce qui se passe. Il y a également un réseau géospatial palestinien que nous avons créé. Il était précédé par un réseau établi avec le mandat britannique en Palestine, et ceci nous mène encore vers les législations que nous avons mentionnées. Il y a plusieurs types de législations, et nous commençons même avec l'Empire ottoman jusqu'au mandat britannique, et puis au mandat
de la Jordanie. Et puis voilà. Il y a eu plusieurs ordres militaires qui sont toujours malheureusement implémentés en Palestine et qui servent à l'accaparation des terres en Cisjordanie et nous avons et à Gaza, et nous avons cependant élaboré des lois pour nous acclimater avec la réalité palestinienne et pour également accompagner les transformations à l'échelle globale, au moins celles qui se passent dans les pays voisins. Nous avons également élaboré un système pour le foncier selon des normes internationales qui sera lancé prochainement en Palestine. Et là, je souhaite mentionner la collaboration que nous avons avec le Royaume de la Jordanie, que je remercie par la présente. Et ceci est étant donné la proximité géographique que nous avons avec eux. Ils nous ont aidés et nos frères égyptiens également, avec leur soutien sans fin pour les Palestiniens. Encore une fois, il y a plusieurs aspects législatifs qui changent à travers le temps. Et le but ultime, cependant, est de préserver nos droits en tant que Palestiniens dans la préservation de nos terres. Et il y a un autre point par rapport à la gestion du foncier. Notre registre Israël essaie de s'accaparer à peu près, ou c'est déjà accaparé 90% du registre cadastral. Et en Cisjordanie, selon les classifications, les catégorisations de terres, il y a des Palestiniens victimes de cette pratique qu'ils ont de s'accaparer les terres. Il y a également le ministre de la Finance israélien qui compte détruire plus de résidences que construites par les Palestiniens. Mais parce que nous croyons en notre cause, nous allons essayer, nous allons continuer à construire et à réhabiliter. Encore une fois, notre histoire avec la Palestine est une histoire d'amour. Et tel qu'est le cas pour la plupart des citoyens à travers le monde arabe et les citoyens qui sont pour la liberté. C'est le cas. Et encore une fois, nous n'allons pas bouger d'un cil. Nous resterons sur nos terres. Et il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui va décider du sort des Palestiniens. Nous sommes maîtres de notre sort et merci. Merci énormément. Merci à vous pour les efforts que vous déployez malgré les conditions difficiles. Je pense que je vais prendre l'intervention maintenant de M. Ahmed Heibi qui nous parlera de l'étape post-conflit ainsi que des tentatives relatives à la stabilisation. Quelles sont les politiques et les législations adoptées dans ce sens afin de garantir que les terres reviennent vers leurs ayants droit? Donc, j'aimerais commencer par remercier le Royaume du Maroc pour leur hospitalité. Tout d'abord, j'aimerais ajouter un point très important suite à ce qui a été mentionné. Donc, le gouvernement irakien a entrepris un ensemble de procédures en ce qui concerne la propriété des terrains et surtout après la libération et après que le Daesh a quitté les lieux depuis plus de 3 ans. Donc parmi les procédures entreprises pour libérer les endroits, c'est de réouvrir la direction du service cadastral et de créer des fonds pour la réurbanisation des régions délabrées. Et donc, suite à cela, il y a eu un ensemble d'opérations qui ont été entreprises dans la plateforme de OR qui considère que la majorité des terrains sont en fait détenus qui est un portail, en fait, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc,
La tendance actuelle de l'Irak, c'est de ne pas utiliser la digitalisation, mais d'utiliser plutôt le processus de Atmata. Donc, je vais l'expliquer davantage. Ce n'est pas juste une question de terrain. C'est pour tous les ministères actuellement qui sont en cours de digitalisation. Pour la protection du foncier, tous les services cadastraux actuellement ont des archives. Même le foncier qui était détenu avant dans des régions qui ont été occupées par Daesh. Et malgré ce qui a eu lieu, c'est-à-dire tous les désastres et l'endommagement qui a eu lieu, qui a fait que ces régions sont devenues complètement délabrées, nous avons pu en fait reprendre le contrôle de ces régions. Donc, dans les dernières instances, environ plus d'une semaine, le Parlement irakien a mis en vigueur un ensemble de législations pour redonner les terrains à leurs propriétaires et notamment des agriculteurs pour leurs terrains en fait dont ils n'ont pas bénéficié depuis plusieurs années. Avec bien sûr le régime précédent. Et donc, ils ont pu en fait les reprendre pour les réexploiter à nouveau. Et heureusement, aujourd'hui, on a une réforme réglementaire et législative qui a été mise en vigueur pour cette cause. Le ministère de la Justice a aussi mis en place des directions dans la région de Sinjar dans ses premières initiatives pour le réétablissement des directions d'urbanisation et des services cadastraux, surtout dans ces régions-là. Et comme vous le savez, l'Irak se constitue de plusieurs religions et plusieurs communautés et plusieurs tribus, mais la particularité de cette région, c'est le mouvement yazidi qui ont été tous déportés de manière très sauvage, et donc il y a eu la réouverture de ces directions et on a même remis des facilités de paiement et donc ceci a permis de complètement clôturer de complètement clôturer certains endroits qui hébergeaient les personnes en déplacement ou je pense que le point le plus important qui a été mentionné, c'est en rapport avec la législation. Mais je pense qu'on va parler en fait de l'exécution de ceci et la difficulté en fait d'exécuter le tout et comment est-ce qu'on peut vraiment prouver les propriétés. Je pense qu'on va pouvoir discuter de ceci davantage dans le futur parce que ceci va nous permettre en fait de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ces textes de loi, notamment à travers la digitalisation. Dans la Palestine et l'Irak aussi, nous comprenons très bien que malgré toutes les conditions et malgré tous ces problèmes, on a continué en fait à faire au maximum possible tous les efforts, même dans un domaine où il y a eu des interventions automatiques, des interventions particulières. Et aussi un dernier sujet, je pense que c'est un sujet en rapport avec le financement, afin qu'on puisse travailler sur la digitalisation, l'automatisation, et qu'on puisse remettre à tous sur leurs droits de propriété. Je pense que pour cette cause, nous avons besoin en fait de bien comprendre ce sujet de financement qui va nous permettre de faire face aux défis, surtout quant
aux problématiques liées au changement climatique. Nous comprenons très bien que le financement est fait sur l'échelle internationale. Il faut aussi penser au financement régional et au financement local. Je pense qu'il y a eu aussi une recherche qui a été effectuée par professeur Hernando de Soto sur la question de ne pas enregistrer les propriétés et comment ceci peut mener à la perte et à la déperdition de plusieurs ressources. Et donc le financement constitue un sujet très important. Et j'espère qu'on pourra parler un petit peu de ce que nous pourrions faire dans les prochaines périodes pour pouvoir avoir accès à suffisamment de financement, un financement qui est durable, notamment le financement écologique, les financements verts et plusieurs autres types de financement. Donc on a besoin de ceci pour les projets et pour protéger les terres et pour permettre aussi aux citoyens de continuer à l'utiliser comme étant une source d'employabilité. Donc si on peut le faire de manière ordonnée, ce serait apprécié. Merci. Bonjour à vous tous. Donc le financement en réalité est en train de se diriger vers deux directions. Tout ce qu'on reçoit en termes de financement de la part des gouvernements, je pense que ceci constitue une partie importante des différentes parties prenantes et des personnes qui ont plusieurs côtés. Mais je pense que la réponse ici demeure dans la question en tant que telle, surtout quand on parle de financement, et le fait de créer ce qu'on appelle un développement local, régional et un développement économique dans les différents pays respectifs. Je pense que le fait de bien gérer les utilisations de ces terres de manière particulière, de manière équitable, avec une participation des différents membres de la société va permettre de donner de la valeur à ces terrains et ceci va servir de garantie pour permettre d'avoir accès suffisamment à des financements, que ce soit à travers les investisseurs ou autres. Bien sûr, les projets durant leur implémentation ou leur mise en œuvre, peuvent générer des financements supplémentaires. En ce qui concerne les montants les plus importants qui se ressemblent un petit peu, que ce soit pour la Libye, l'Irak, le Yémen, la Palestine, dans l'absence d'une de la monnaie du côté monétaire, c'est-à-dire de pouvoir mettre de l'espèce ou de l'argent plutôt dans l'économie, fait que il y a de la difficulté à développer des projets d'infrastructure, des projets notamment économiques. Et donc, en ce qui concerne les financements pour les gouvernements afin qu'ils puissent réaliser leurs projets et leurs attentes, je pense que ça doit être fait soit à travers disons, soit à travers des partenariats avec, par exemple, la Banque islamique, la Banque africaine de développement et d'autres parties prenantes, bien sûr. Et en ce qui concerne ces projets en particulier, je pense qu'elles constituent elle va nous permettre de réaliser les objectifs sur lesquels nous voulons travailler. En ce qui concerne le financement pour des fins de développement et d'après ce que j'ai vu en Libye ou dans d'autres pays qui souffrent de difficultés en termes d'utilisation de terrain, alors juste le fait de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser les terrains, je pense que ceci peut donner accès à un bon financement pour un bon développement durable. Et il demeure que l'aspect le plus important qui a besoin de plus de protection, c'est en fait l'aide que nous recevons directement des gouvernements qui se rapporte au changement climatique et qui est devenu aujourd'hui complètement hors attente et que c'est très difficile même de les prévoir. Les retombées de ceci deviennent de plus en plus larges et elles sont hautement liées à l'être humain, c'est-à-dire qu'on peut même donner des
compensation pour les personnes qui ont perdu leur maison ou toute activité économique, soit à travers des compensations de la part du gouvernement ou autre. Mais quand on a des pertes de vie humaines, c'est très difficile de faire ceci. Et nous ne sommes pas très loin d'ailleurs de cette tragédie qui s'est passée durant ce qui s'est passé, c'est-à-dire ça a duré même pas 15 ou 20 minutes, mais le nombre de personnes décédées était très élevé. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont été blessées, qui étaient blessées ou autres, en plus de ce qui a été mentionné par nos frères. Pour ce qui est de l'infrastructure, ça s'est passé, c'est ce qui a mené vers un phénomène important qui est en fait la montée des eaux, la montée de la limite des eaux. Et c'est arrivé d'ailleurs en Libye et nous avons même les Nations Unies qui travaillent actuellement sur ce sujet. Maintenant, nous faisons face à des défis majeurs, que ce soit par rapport à l'urbanisation, l'utilisation des terrains, la construction et les licences attribuées à la construction. Comment est-ce que ces personnes qui ont investi dans ces régions-là, est-ce qu'on peut les compenser? Est-ce qu'ils auront la possibilité de résider dans ces terrains, et si par exemple les conditions des terrains ne le permettent pas maintenant, nous faisons face à plusieurs défis et à plusieurs difficultés, et donc on a besoin de se réunir tous, on a besoin de l'aide des différentes parties prenantes, et il est même important pour nous tous de comprendre un petit peu les expériences des différents pays, notamment les pays voisins, que ce soit celles qui sont proches géographiquement parlant, et afin qu'on puisse avoir toute l'expertise nécessaire pour avoir un réseau d'experts qui sont spécialisés dans différents domaines. Et je pense que c'est considéré comme étant une des recommandations clés qu'il faut garder en tête. Il n'est pas nécessaire que nous souffrions tous, surtout quant aux expériences des autres, quant au fait de bénéficier de ceci, et quant en fait à la compréhension de tout le système, de tout l'écosystème. Merci beaucoup. Je pense que le sujet est très important pour nous. C'est un sujet qui est considéré comme un des plus difficiles. Comme vous le savez, la Somalie vient de s'en sortir un petit peu de toutes ces guerres civiles, d'un manque de leadership réel, et même, je pense que vous savez, vous avez une idée du pays de la Somalie. Avant les années 90, il s'agissait d'un gouvernement particulier, donc tous les terres agricoles dont était en fait la propriété du gouvernement. Ensuite, le gouvernement a commencé ceci, et donc ensuite on a vu le secteur privé qui a commencé à s'accaparer un petit peu du côté financier et économique, et ensuite le gouvernement a commencé pour la première fois à la privatisation des terrains et des terres en Somalie, et donc ils sont maintenant en train de remettre chaque terrain à son propriétaire, et donc on a commencé ce qu'on appelle le triple B, c'est-à-dire le triple P, c'est-à-dire Public-Private Partnerships, ou partenariat public-privé. Et donc ceci est très important, et ce n'est pas bien sûr suffisant dans n'importe quel secteur, à part le secteur du foncier, et le fait de pouvoir peupler aussi la région, et les régions qui ont été complètement délabrées et détruites par les guerres qui ont eu lieu. Et donc suite à cela, on a besoin de réinstaurer le tout, de travailler sur ceci, et le seul moyen de le faire, c'est d'avoir une participation entre le gouvernement et le secteur privé et public. Et donc c'est un petit peu la base de ceci. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place un ensemble de textes de loi pour bénéficier de ce secteur d'activité, surtout que
surtout pour les régions qui sont mal planifiées, qui manquent d'infrastructures. Pour l'agriculture, la Somalie a plein de ressources, pour être honnête, que ce soit des terres agricoles ou autres, et nous encourageons le capital arabe à venir investir dans cette région, notamment la ville Mogadiscio, qui est la capitale, est très active en termes d'investissement, en termes d'habitat. Nous remarquons une croissance très importante, une croissance qui est due à l'investissement du secteur privé, mais aussi les investissements des pays arabes et islamiques. Donc nous vous encourageons, et ceci améliore l'habitat, améliore le développement au sein de notre pays, et nous remarquons que la solution possible pour nous, après de longues années de guerre, de sécheresse, de changement climatique, c'est le futur que nous trouvons pour nous, et nous encourageons en réalité l'investissement dans ce domaine, surtout que le gouvernement crée des opportunités et des incitations pour attirer les investissements dans notre pays. Merci. Merci. Oui, absolument. Le financement est un sujet très important, notamment dans les pays qui ont des ressources limitées ou bien des entrées d'argent très limitées. Nous dépendons du prix du baril de pétrole pour tous nos projets. Néanmoins, le gouvernement actuel, et heureusement, après la fin des guerres en Irak, le gouvernement actuel aujourd'hui se concentre et a engagé des montants, des investissements très importants pour la digitalisation et l'automatisation des projets. Et étant donné que nous avons arrêté l'investissement dans les opérations de guerre, dans l'achat des armes. Donc aujourd'hui, nous avons une expérience simple de digitalisation. Donc nous avons dédié des pourcentages très faibles pour des montants très faibles provenant des citoyens qui sont dédiés à la digitalisation pour l'achat des différents appareils indispensables pour les projets logistiques, en plus des partenaires bilatéraux et multinationaux et leur soutien. Donc, le financement est très important. Et je ne vais pas trop prendre votre temps, et merci. Donc, comme ceci a été mentionné, le financement est également très important. Afin de bâtir un système qui va préserver les droits privés et publics, et nous avons certaines plateformes, certains réseaux qui communiquent afin de garder préserver les droits. Et nous avons toujours l'espoir de travailler à travers en utilisant nos propres nos propres actifs. Et nous avons bâti des plateformes qui peuvent communiquer au sein de la Palestine. Donc aujourd'hui, nous sommes
connecté directement avec les ministères de la justice en relation avec tout ce qui est héritage et également avec plusieurs organisations afin d'arriver à un point où il n'y a pas de falsification et nous pouvons également combattre le crime qui est le crime de la fraude, de la falsification. Pour moi, c'est aussi important que le blanchiment d'argent. J'étais procureur pendant 25 ans, donc pour moi, il est important de préserver les droits de l'homme. Nous avons bâti beaucoup de choses, mais nous espérons que cette conférence arabe sur le foncier a des recommandations très importantes et je demande également d'avoir des recommandations spécifiques pour la Palestine, car je sais que la Palestine vous tient à cœur en tant que cas humanitaire, que cas d'équité. Donc, Gaza a besoin de son peuple, Gaza a besoin de tous les peuples arabes, des pays arabes frères. Nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de reconstruire les habitats pour les personnes qui sont restés dans leur terre et le financement est très important. Donc nous devons avoir des recommandations. J'espère qu'une partie des recommandations de cette conférence vont être dédiées à la Palestine vu son importance. Et merci à tous. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, la plupart des problématiques qui ont été posées sont très similaires. C'est ou bien les conflits ou le changement climatique, bien sûr, avec des degrés d'importance qui varient selon le pays. Mais par contre, le financement est un sujet très important pour avoir une vision très claire. Donc, dans des pays comme le Yémen, nous avons des projets d'investissement qui sont la gestion du foncier, qu'il y a des problèmes de développement et nous avons un sujet qui est également important, le financement. Donc nous avons essayé de trouver des sources de financement à travers les partenaires, que ce soit d'autres pays. Et aujourd'hui, on essaye de voir la coopération avec le secteur privé pour rebâtir ce qui a été détruit ou détérioré. Donc le financement est un sujet sur lequel nous devons nous focaliser lors de cette conférence et avoir des points très clairs par rapport aux sources de financement afin de les utiliser pour pouvoir aider à la documentation du foncier. Au niveau de la Ligue arabe, nous avons tous les mêmes problèmes et plus on prend de retard, plus l'impact va être important. Donc merci à tous et merci aux participants, merci d'avoir discuté de ces points très importants et nous espérons avoir des recommandations positives. Monsieur Pablo, professeur Pablo, avez-vous quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des leçons apprises sur le financement à partager avec nous? Non, je vais dire que j'ai pas de compétences par rapport au financement. Mon mandat était uniquement la Syrie. Je peux pas parler des autres pays, mais il est important de considérer la présence de notre ami palestinien et de parler de financement pour la Palestine. Donc il faut parler de solidarité internationale. Ceci est très important.
Il est impossible de parler de financement si on doit faire un génocide en Palestine. Donc, quand mon collègue, le rapporteur spécial, Florent, m'a dit qui est envoyé spécial en Palestine, il faut arrêter le génocide, car ça continue. Une fois qu'on aura arrêté le génocide, on pourra parler de restitution de propriété, de financement. Mais dans le cas de Palestine, je pense que c'est absolument nécessaire. Dans le cas de la Syrie est aujourd'hui en train de vivre un moment extraordinaire, un moment fondamental de transition d'un régime autoritaire, un régime qui commence à parler avec les communautés, avec les familles et avec la population civile. Donc nous, la situation de la Syrie représente donc 90% des personnes en Syrie habitent au-dessous de la ligne de pauvreté. Mais dans le cas de la Syrie, il faut également avoir une solidarité internationale. Tout d'abord, il faut arrêter les sanctions économiques qui ont un impact énorme sur la Syrie. Maintenant, il faut suspendre ces sanctions sur la Syrie. La Syrie ne peut pas se rebâtir quand il y a des sanctions économiques par les membres d'État. C'est la solidarité. Il faut qu'il y ait une solidarité par les États membres qui étaient impliqués dans le conflit et ils ont une responsabilité partagée pour la reconstruction de la Syrie. Donc, je sais que quand j'ai une incompétence, je ne suis pas compétent en termes de financement, mais pour ce qui est de conflit, il faut qu'il y ait une solidarité internationale, une solidarité des institutions internationales. Et ensuite, on pourra parler de la réalité, de la restitution des propriétés. Et merci. Merci, professeur Paulo. Donc, en résumé, tout ce qui a été dit de financement, on a parlé d'incitation au niveau local, des départements locaux pour avoir des revenus plus élevés, des incitations pour des incitations pour le secteur privé, national ou international, l'importance de la collaboration avec les instituts internationales et également la coopération avec l'État lui-même. Donc nous devons, maintenant je voudrais parler de la publication qui s'appelle Future Summit, le sommet du futur en 2024, septembre 2024, qui a parlé de la réforme des finances générales afin d'avoir des incitations pour rebâtir les pays en termes donc on va prendre une question, maximum deux questions de l'audience. J'ai pas de questions, mais j'ai une intervention très rapide. Présentez-vous. Donc, au nom de Dieu Clément, je suis de Kurdistan, d'Irak. Donc, merci à tous pour avoir organisé cette conférence. Donc, personnellement, je vois qu'il y a un consensus pour rebâtir et qu'il faut se concentrer sur un endroit avant d'aller à un deuxième endroit. Donc, de plus que ce que je suis en train de dire, de plus que ce que la personne de Raza dit, nous, en tant que Kurdes, au nord-est de la Syrie, nous avons le même problème. Auparavant, les habitants autochtones ont dû quitter et aller dans d'autres pays. Donc, nous avons le simple problème. Donc, à l'Assim, donc les nord-est de Syrie,
nous avons été repoussés et la société arabe, islamique et globale ne parle pas et silencieuse par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et ceci, le problème, c'est que cette région est d'une région kurde. C'est Dieu qui a créé les Kurdes, c'est pas le diable. Donc pourquoi la société islamique, arabe ne parle pas de ce problème? Donc, en plus de cette catastrophe humanitaire et environnementale, je sais qu'on va avoir plus d'interventions. Nous allons avoir d'autres sessions pour parler un peu plus. Donc, je prends une intervention de ce côté. Au nom de Dieu, le moment miséricordieux. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs interventions. Donc, la gestion du foncier en cas de crise est très difficile. Mais à mon avis, on ne peut pas parler de ce sujet si on n'a pas une vision très détaillée de la topographie, de données qui sont spécifiques à la géologie, aux ressources en termes d'eau et d'eau souterraine, et en plus les données démographiques et les routes, etc. Donc, c'est clair. Donc, je voudrais rapidement poser une question. Donc, notre pays arabe, ces dernières années, a fait face à 3 crises principales qui vont nous pousser à discuter de ce sujet. Au Maroc, par exemple, nous avons eu le tremblement de terre au Maroc et l'inondation d'Anna. Donc, ces 2 catastrophes naturelles représente un point, et le deuxième point est ce qui se passe, la guerre au niveau de Gaza. Donc tout d'abord, je voudrais demander monsieur le ministre de Libye, le ministre de la Gouvernance, quelles sont les leçons apprises de l'inondation de Darna et quelles sont les solutions que vous avez mis en place. La deuxième question est pour notre chère Palestine. Donc, on a été un peuple qui a été envahi également. Et nous sommes encore en train de vivre les conséquences de notre colonie, de la colonie, dans certaines de nos lois. Donc, la Palestine a été colonisée pendant très longtemps et il y a des lois qui sont utilisées pour prendre des terres palestiniennes par les Israéliens. Donc, quelles sont les règles qui sont prises en considération? Donc, nous avons encore une question au milieu de la salle. Bonjour, Ahmed Lamouche, directeur général de la gestion du foncier en Jordanie. Donc, je voudrais parler de la gestion du foncier en cas de crise. Donc, quelles sont les choses à faire en amont? Donc, maintenant, c'est des mesures préventives, car les crises, les catastrophes naturelles, on ne peut pas les arrêter, mais on peut atténuer leur effet. Donc, le cadre législatif est très important de savoir qui appartient à qui et combien cette personne a. Donc, il faut utiliser la digitalisation pour enregistrer
de toutes ces informations. Donc, quand il y a une crise, après la crise, il faut savoir qui a quoi, combien vous avez, comme ça, on peut retourner à chaque personne ce qui lui revient. Et ceci va pas coûter trop cher. Donc, ceci peut être fait avec les propres capitales du pays. Donc, aujourd'hui, l'USAID a arrêté tous ces projets. Donc, nous devons avoir des financements pour ne pas arrêter nos projets en cas de cessation de financement. Nous avons une autre question dans ce côté. Donc, bonjour, Dr Nour de Gaza. Donc, bien sûr, notre audience est très rapidement, car nous avons encore beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. L'histoire de le changement climatique, il faut d'abord diagnostiquer, faire un diagnostic du problème. On ne peut pas trouver de traitement si on n'a pas de diagnostic. Donc le problème a été causé par les pays industrialisés, les grands pays qui sont en train de se retirer d'accords très importants. Par exemple, l'accord de Kyoto au Japon ou bien l'accord de Paris. Donc, il faut qu'il y ait une voie arabe qui sont des pays développés doivent avoir une seule voie et inclure les changements climatiques dans leur stratégie afin de pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Le financement doit parvenir également des pays industrialisés qui ont créé ce problème à la base et qui ont créé ce changement climatique. Donc aujourd'hui, tous les pays européens sont en accord pour réduire pour réduire le changement de température de 1,5 ou bien ne pas dépasser 1,5. Et nous devons encourager un développement durable dans nos pays et le financement doit parvenir des pays les plus industrialisés. Donc, merci, Dr. Leila Rassoul de l'Université du Kurdistan en Irak. Donc, ma question est par rapport au gouvernement d'Irak pour redonner, restituer les terres, le foncier aux personnes kurdes. Est-ce que les législations sont suffisantes pour réparer ce qui a eu lieu, ou bien devons-nous d'abord résoudre les conflits qui ont été causés par la prise de ces terres par l'ancien mandat, et est-ce que ces législations sont suffisantes ou avons-nous besoin de mettre en place des politiques de cohabitation en paix? Donc, d'après ce que nous avons entendu dans les informations, il y a 2 jours, il y a des conflits entre les anciens propriétaires et les nouveaux propriétaires. Donc, quelle est la politique irakienne dans ce cadre? Donc, je pense que nous allons nous arrêter ici en termes de questions. Donc, il y a 2 questions qui ont besoin de réponses de Libye et d'Irak. Donc, oui, pour la dame du Kurdistan, bien sûr, la loi ne suffit pas pour résoudre les problèmes et résoudre le conflit. Donc, le gouvernement irakien est en cours de mettre en place des réformes afin de résoudre ce problème. Et aujourd'hui, le chef du gouvernement irakien a envoyé une commission présidée par Monsieur le ministre de la Justice pour parler de ce conflit, pour résoudre ce conflit tribal qui existe. Donc c'est pas un sujet très facile.
c'est une terre qui est assujettie ou bien qui est sujet d'un conflit depuis plus de 40 ans. Des personnes disent que nous avons des documents qui datent de l'Empire ottoman. D'autres ont des documents qui datent de la Manne. Donc nous allons trouver une solution, nous avons juste besoin de temps. Donc merci. Je vais résumer. Donc, le sujet en relation avec le foncier qui a le moins d'impact est en relation avec la pluviométrie. Donc, nous sommes en train de mener des enquêtes et pour ce qui est de l'inondation, donc ceci est dû à la mauvaise gestion du barrage. Donc à Darna, nous avons appris la leçon apprise la plus importante n'est pas en relation avec la pluviométrie, mais est en relation avec la façon dont nous avons réagi, c'est-à-dire la gestion des catastrophes, les forces auxiliaires, donc toutes les personnes, nous n'avons pas eu de réponse rapide. Donc aujourd'hui, le gouvernement est en train de développer une stratégie complète pour répondre aux catastrophes. Donc c'était le temps de réponse et la réponse qui n'était pas bon. Donc, en réalité, ce que je peux dire, c'est la gestion du foncier en cas de crise. On pourrait en parler. Quelqu'un en a déjà parlé tout à l'heure. Comment ne pas avoir de crise lors de gestion du foncier. Donc, la gestion du foncier durant les crises, que ce soit une crise climatique ou bien un conflit qui dure 1 mois ou 2 mois, vous ne pourrez pas résoudre ce problème. Donc c'est une problématique qui peut être gérée en aval. Donc comment? Donc en Irak, est-ce que les législations sont suffisantes? Donc en Irak, c'est pas du tout suffisant. Donc ce sont des points que nous avons couverts tout à l'heure quand on a parlé de Libye et les personnes ont commencé à parler des sujets de biens. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont chez eux depuis 50 ans et c'est des terres ou bien du foncier qui a été vendu à plusieurs reprises et il faut avoir une législation. Pour des années, la nécessité d'avoir une conciliation nationale et de régler les choses avant la problématique. On a un nouveau titre, et mon ami de la Jordanie, comme tu l'as dit, qui a la propriété. Et c'est la chose la plus importante. Et la digitalisation, on peut la réaliser afin d'éviter des problèmes. Et on ne laisse jamais le problème des terres pour la gestion des terrains. Je voulais dire, la majorité de sociétés, et c'est la fin de la séance, monsieur. Je vais terminer tout de suite. Et pour les zones rurales qui dépendent sur la pluie, un des
Alors la pluie, elle est en relation toujours avec l'agriculture et cela a un impact sur les tribunes. Et s'il y a une inondation, ça mène à beaucoup de problèmes. Il ne faut pas laisser toujours la gestion des terrains, la cause des crises. Il récite une verset du Coran. On va continuer plus tard. Alors, on remercie le Royaume du Maroc pour organiser cette conférence et je remercie tous les sponsors et les organisateurs et le panel. Et je vous remercie tous. Merci. حضرات المشتركين واحد دقيقة عفاك غير واحد معلومة على الغداء موجود في الساحة اللي كانوا عاملين فيها الاستراحة الأولى. المعلومة الثانية عندها علاقة باللوجيستيك الحافلة.